Nicolas Dupont-Aignan, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner Devenir pour agir. Merci de nous recevoir, le Lutetia étant fermé. Donc je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour nous recevoir. Au XIXe siècle, Victor Hugo affirmait, je le cite, « En littérature, je suis pour le plus grand contre le plus petit, et en politique, je suis pour les petits contre les grands. » Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes écrivain, vous êtes homme politique. Écrivain. Où vous J'ai écrit des situez-vous livres. Est-ce que je suis un écrivain? Je sais, j'ai pas cette prétention. Où vous situez-vous? Mais ma première question est la suivante. Qui êtes-vous, vraiment? Pouvez-vous vous présenter et nous donner très rapidement le... Je suis un représentant du peuple. Voilà, c'est le terme d'un député. Représentant du peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'honneur d'être élu par les Français dans une circonscription, mais je suis le représentant de la nation. Il y en a un certain nombre, je ne suis pas le seul. J'ai été élu, je ne sais même plus à combien de fois, 5 fois, dans une circonscription plutôt de gauche, et j'ai été élu maire, c'est ma plus grande fierté, 22 ans, à plus de 80% des voix dans une commune de banlieue. Je suis un élu du peuple qui essaye de comprendre son pays et qui essaye très immodestement de le sauver. Parce que je considère que la France est menacée, non pas de disparition, mais tout simplement de sortir de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, j'aurais eu ma vie politique dans une période de déclassement. Et quand on est gaulliste ou gaullien, qu'on a une grande admiration pour Clémenceau, pour De Gaulle, pour tous ceux qui élevaient le débat, il y a un sentiment de grande misère politique aujourd'hui. Et je crois, en tout cas, je pense pouvoir me regarder dans la glace, puisque j'ai eu la chance, le privilège extraordinaire de pouvoir effectuer ma vie politique en disant toujours ce que j'ai pensé, au moment où je l'ai pensé, et en assumant mes actes sans dépendre des appareils politiques. Ça, c'est un privilège énorme. Alors, est-ce que j'ai réussi à gagner la confiance des Français? Non, pas encore. J'ai été 2 fois à la présidence de la République, mais il y a quelques millions de Français qui me suivent. C'est pas assez encore, mais je réfléchis et je propose une voie de sortie de crise qui me paraît la plus opérationnelle. Voilà. Et j'essaie d'en convaincre mes concitoyens. Vous vous présentez en 2022, Oui, semble-t-il. oui, je suis opiniâtre. Je crois qu'il y a besoin d'un patriotisme humaniste. Qu'est-ce que j'appelle le patriotisme humaniste? Je ne crois pas que la démocratie ne puisse s'exonérer du cadre national. Et je ne crois pas que la nation puisse se passer d'une politique d'indépendance nationale qui permette au peuple français de vivre de son travail et d'atteindre un minimum de prospérité qui lui permette d'avoir de la dignité. C'est ce que j'appelle le gaullisme social. Et donc, pour moi, il y a une cohérence dans mon projet, on peut ne pas le partager, mais il y a une cohérence. C'est souveraineté populaire, indépendance nationale, ordre juste. Voilà. C'est-à-dire l'ordre et la justice. Tout ça forme un tout. Et c'est parce que ce tout n'existe plus en France, qu'il est défait de partout, que les Français sont malheureux, selon moi. Et donc, pour leur rendre un peu de joie, ou un peu de bonheur de vivre ensemble, je présente un plan de redressement cohérent. D'accord. Que je crois cohérent. On aura l'occasion d'en reparler parce que vous avez évoqué plusieurs concepts fondamentaux. En 2008, vous avez fondé le parti Debout la France. Ça s'appelait Debout la République au départ. Debout la République et maintenant Debout la France. Un constat actuel. En 2008, donc, vous l'avez fondé Debout la France. Où était la France? Était-elle allongée, courbée? Et actuellement, comment est-elle? Quel est le constat que vous faites? Ah non, mais j'ai fondé Debout la France. Ça s'appelait Debout la République parce qu'en fait, le titre Debout la France était déjà pris. Oui. Et puis après, il est tombé dans le domaine public et je l'ai repris. Mais j'ai fondé Debout la France parce que la France avait été violée, couchée. C'est le fameux traité de Lisbonne, voté par le Parlement, par les sarkozystes et les socialistes, contre l'avis du peuple français de 2005. Et c'est l'acte fondateur pour moi de mon engagement politique.
C'est-à-dire que je ne pouvais pas accepter que les Français aient voté non par référendum à un traité constitutionnel européen qui détruisait la souveraineté, donc la liberté du peuple, et que la classe politique revienne dessus. J'ai écrit un livre qui s'appelait Le coup d'État permanent. Non, c'était pas le coup d'État permanent, ça c'est Mitterrand, mais ça s'appelait Le coup d'État simplifié. Parce que le traité simplifié, on nous avait dit c'est pas le même traité, donc on peut le voter par le Parlement, enfin tout ça c'était du bullshit. Donc ça a été l'acte. Et à partir du moment où le parti dans lequel j'étais, l'UMP, bafouait le vote populaire, je ne pouvais pas rester. Et je suis parti seul, avec quelques-uns, et on a créé Debout la République, puis Debout la France. Actuellement, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de partis politiques se targuent de vouloir remettre l'humain au cœur de la société et du pouvoir politique. Cela ne vous échappera pas, le cercle de pensée s'appelle Devenir pour agir, donc c'est un cercle d'anthropologie. Ma question est la suivante, faut-il remettre l'humain au cœur de la société ou ne faudrait-il pas remettre de l'humanité au cœur de la société? Ce qui n'est pas la même chose. Oui, mais il faut surtout qu'on passe des discours aux actes. Parce que je n'ai jamais vu autant de discours dégoulinants d'humanité dans un moment d'inhumanité. Oui, complètement. Donc, le problème de fond, un homme politique ou un homme d'État, c'est aussi un mécanicien. Je veux dire qu'il faut deux choses. Il y avait un très bon article, je crois, du Times sur De Gaulle en 1942 qui disait que c'était un être à la fois d'abstraction et de concret. Enfin, la phrase était bien mieux que ça, mais ça voulait dire ça. Pour moi, un bon homme d'État, c'est quelqu'un qui a la tête dans les nuages, mais les pieds dans la boue. Je crois que c'est une phrase de Saint-Exupéry, mais je peux me tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, il faut que l'homme politique et l'homme d'État aient un rêve d'humanité. Parce que sinon, ça revient à des tyrans ou à des êtres abjects, et il y en a beaucoup, malheureusement. Mais le rôle d'un homme politique et d'un homme d'État, c'est aussi de faire en sorte, comme un mécanicien, que cette humanité s'applique, qu'elle ne soit pas simplement un discours creux. Et le problème de la vie politique française depuis 30 ans ou 40 ans, c'est pas que les hommes politiques soient mauvais en soi, c'est pas qu'ils aient pas de principes, c'est que ça dégouline de principes inapplicables et inappliqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la souveraineté. Et pourquoi je tiens tant à la nation? Je ne suis pas nationaliste, contrairement à ce qu'on fait croire. Je suis profondément humaniste et je dirais, j'ai une vision mondiale des choses. Simplement, pour que la loi humaine s'applique, il faut qu'il y ait un État. Un État. Et il n'y a pas d'État hors du cadre national. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'État sans légitimité. Et la légitimité, elle vient de la démocratie. Et la démocratie, on a beau dire, elle s'exerce que dans le cadre national. Donc, pour moi, ce n'est pas tant le problème des idéaux, parce que je n'ai pas la prétention de penser que je suis le seul à avoir de beaux idéaux. Il y a des gens à gauche, à droite, partout qui ont des très beaux idéaux. Et on les répète toute la journée, et c'est évident. Simplement, pour que ces idéaux aient une traduction concrète, il faut que l'ordre soit assuré, dans le respect des lois et du droit. Il faut que les gens puissent vivre de leur travail et ne soient pas dans la misère. Il faut qu'il y ait une ambition collective, c'est-à-dire un sens du devenir commun. Quelle est l'ambition des Français aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur donne comme ambition pour demain? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ce que je voudrais, vous voyez, et c'est l'objet du livre que j'avais écrit, Résistance, mais j'en ai écrit 10, donc je répète toujours la même chose dans chacun. Donc, en fait, je devrais en avoir écrit qu'un, puisque c'est toujours la même chose, je répète toujours la même chose. Mais parce que je pense la même chose. Je suis convaincu que la France, compte tenu de son histoire, de ses valeurs, a un message à donner au monde, mais il faut qu'il s'applique déjà à soi-même. Oui. Droit du peuple français à disposer de lui-même. On est le seul peuple qui ne se reconnaît pas le droit de disposer de lui-même. On le propose pour tous les peuples de la Terre, sauf pour nous. Trouver une voie entre le capitalisme sauvage et l'assistanat, c'est pas si facile.
La révolution écologique, j'en parle dans mon livre, Ouais. il y a tout un chapitre sur la révolution écologique, parce que contrairement à ce qu'on dit, on a une vraie pensée écologique à Debout la France. Voilà, ce sont des aspects fondamentaux, mais concrets. Les gens attendent du concret maintenant. Voilà. Donc l'humanité, il faut la mettre dans le corps social, mais il faut la mettre de manière ordonnée. Oui, alors de manière ordonnée, nous sommes de plus en plus, on en parle dans l'ère de l'intelligence artificielle. Comment, quelle est la place de l'humain, et je dirais de la dignité de la personne humaine, alors que nous allons vivre dans les robots, avec les robots? Quelle est votre C'est un vision vrai danger. Quelle est votre vision de D'abord, ce constat? deux visions. D'abord, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme disait je ne sais plus qui. Donc, il faut maîtriser l'innovation, toujours, mais pour la maîtriser, il ne faut pas la rejeter. Donc, ce n'est pas évident. Et en France, on est un peu comme une autruche qui met la tête dans le sable, c'est-à-dire qu'on croit qu'en refusant les innovations, on va les maîtriser. Non. Pour les maîtriser, il faut les accompagner, il faut les devancer. Et c'est pourquoi il faut rétablir une grande politique scientifique, qu'il n'y a plus, une grande ambition scientifique nationale, de manière à être en course de tête, parce que ce sont ceux qui seront en course de tête qui maîtriseront les innovations. Et concrètement, au niveau de l'intelligence artificielle, concrètement, ça veut dire que comment l'intelligence ça se- artificielle peut être un atout extraordinaire, Ben oui, à condition de la maîtriser. Voilà, ces gens foncent des portes ouvertes. Après, tout est une question d'application, c'est pas évident, notamment sur les expérimentations humaines, jusqu'où on va. Et ça serait l'honneur de la France de dire stop, bien évidemment, à certaines choses, car on ne peut pas tout accepter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi. Et que surtout, on est en retard, qu'on a loupé la révolution informatique en France, que je travaille beaucoup dessus en ce moment avec des scientifiques, et qu'il faut une immense ambition scientifique. Et parce que si on a loupé la révolution informatique, il faut réussir la révolution biologique, la révolution des génomes, la révolution, etc. Et ça veut dire qu'on doit être les meilleurs. On est une grande nation avec des grands scientifiques et on les utilise pas. Ils partent à l'étranger. C'est dramatique ce qui se passe. On est en train d'être déclassé par une espèce d'esprit bobo 68 tard défaitiste, provincial au mauvais sens du terme, on est en train de sortir de l'histoire. La France est en train de sortir de l'histoire. Donc, moi je suis hanté par ça. Je veux que mon pays soit à la pointe. Et parce qu'il a des valeurs, il pourra à ce moment-là assurer son indépendance. Mais si on dépend des autres, si on dépend de Google et des GAFA, on courra toujours derrière. Voilà, on court. Donc, je pense qu'il y a une ambition nationale à retrouver. Et qu'on est capable de le faire. Avec nos amis européens, sous certains cas et au cas par cas. Au 19e siècle, au 20e siècle, pardon, la grande philosophe politologue Hannah Arendt a écrit un ouvrage assez novateur, à savoir la crise de la culture. Actuellement, elle dénonçait, lorsqu'elle l'a écrit, elle dénonçait à la fois donc, la crise de la culture, la crise, toutes les crises sociales, les crises de l'autorité, la crise de la vérité. Actuellement, nous sommes dans cette crise sanitaire, vous voyez, de nouveau une nouvelle crise. Je voudrais peut-être ajouter la crise de l'identité. Vous êtes un amoureux de la France, la France, je dirais l'identité de la France. À votre avis, cette crise identitaire est-elle le fondement de toutes les crises qui ont découlé, ou est-elle la finalité de ce qu'Hannah Arendt dénonçait à son époque? Alors, deux choses. Il y a plusieurs choses qui se mêlent. Je pense que la crise identitaire française, c'est d'abord le fruit de son histoire. La culpabilisation vichiste, la difficulté à décoloniser, l'émigration excessive qui n'a pas été maîtrisée, et que tout ça fait que, ajouter la crise 68arde, post-68arde, si vous mélangez tout ça, l'élite française ou l'oligarchie n'a plus de volonté. Or, comment un peuple peut avancer si son élite n'a plus envie d'avancer? Oui. Moi, je crois que les Français veulent vivre comme Français. Simplement, ils ne savent même plus ce que ça veut dire puisque les élites n'y croient plus. Bon. Et quand les élites d'un pays ne croient plus dans leur propre pays et maîtrisent le peuple, ça aboutit à ces tensions qu'ont exprimées les Gilets jaunes, par exemple.
Donc, premièrement, je pense qu'il faut, comme à toutes les périodes, balayer l'oligarchie. Je pense qu'il n'y a plus rien à attendre de l'oligarchie post-68arde qui est en train de mourir sur elle-même et les récentes affaires, dont je ne parlerai pas des noms, illustrent tout à fait la perdition morale de cette génération. Donc il faut d'abord un grand coup de balai. Souvent ce sont les guerres et les révolutions qu'on fait les grands coups de balai. Hein. Je ne sais plus je sais plus si c'est Proudhon, Blanqui ou je ne sais plus lequel, qui disait qu'il faut couper les rosiers, faut qu'il y ait quelques révolutions pour que ça reparte. Bon, c'est un peu ça quand même dans le pays. Cette oligarchie parisienne qui a tout échoué et qui continue à diriger le pays comme un canard sans tête, c'est plus possible. Donc ça viendra, simplement je ne voudrais pas que ça vienne de manière violente, parce que moi j'aime pas la violence, et j'aimerais que ça devienne de manière calme. Donc je pense qu'il y a un problème d'abord de l'élite française. Premier point. Crise d'autorité, crise d'identité, crise de volonté. Il y a tout en même temps. Après, la grande difficulté, c'est que ce n'est pas un homme providentiel qui va arriver, qui va sauver la France d'un coup. Après, justement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que la France? Parce que vous ne pouvez pas demander à des gens de s'assimiler si vous ne leur dites pas ce que vous êtes. Oui. Et moi, j'en veux pas aux petites enfants de Tunisiens, d'Algériens, d'Afghans qui sont en France. Comment lui demander de s'assimiler quand ses dirigeants ne savent même plus ce que c'est qu'être français, quand la seule point de référence est le McDonald's ou la mosquée, et quand le pays est broyé et que la démocratie est écrasée. Mais comment lui demander? Pourquoi lui? Enfin, je veux dire qu'on demande à quelqu'un quelque chose d'impossible. Donc, il faut reprendre de la base. Donc, la base, c'est quoi pour moi? C'est une démocratie plus vivante, restaurer l'ordre et une société plus juste. Et pour ça, il faut une indépendance nationale. Voilà. On revient toujours au même truc. Et là, peut-être que les Français retrouveront le goût d'être Français. C'est pas facile. Et la vraie question que je me pose souvent, parce que je vais être franc avec vous, c'est est-ce qu'on peut sortir un pays de la décadence? Je veux dire, est-ce qu'on a la capacité prétentieuse, surhumaine, de se dire à un moment comment on peut éviter cet engrenage négatif dans lequel est plongé le pays? C'est terrifiant ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Enfin, pour moi, c'est terrifiant. J'en souffre profondément. Parce qu'on a un pays qui a des atouts incroyables. On est quand même la 6e puissance mondiale. On a des gens intelligents. On a une capacité scientifique. On a les meilleurs du monde. On a une tolérance qui est une chose qu'il faut garder. Et on a l'impression d'un trou noir de médiocrité politicienne, de médiocrité du monde des affaires, d'une espèce d'upper class qui est en train de tout détruire. Et puis des Français qui s'avachissent un peu parce qu'on les a assistés, et puis parce qu'on a eu une vague d'immigration, de prestations sociales et pas de désir de France. Donc tout ça est en train de partir pour les mots vulgaires. Et donc, comment on peut faire l'électrochoc qui fasse que les bonnes ondes reviennent? Parce qu'en même temps, il y a des choses formidables en France, il y a des gens formidables. Et donc moi j'aime le pays et je pense qu'il y a encore une chance. Mais je dois être un des rares. Questionner les hommes politiques, ils vous le diront pas en face, mais la plupart pensent que c'est foutu. Moi je pense que c'est pas foutu parce que entre nous, la France en 40 c'était pas génial quand même. En 70 c'était pas génial. Donc moi je vous invite à lire le bouquin. Voilà, j'ai fait un autre bouquin qui était plus amusant, qui s'appelait Agenda, les 100 premiers jours à l'Élysée, voilà. qui traduisait vraiment qu'est-ce que je ferais concrètement les 100 premiers jours. Et ça, j'y tiens beaucoup à ce livre de 2017. Et je vais le rééditer parce que j'ai pas grand-chose à changer. Il faut actualiser un peu. Mais qu'est-ce que je ferais? Parce que les gens, ils ont besoin de savoir, tiens, ce mec-là, est-ce qu'il raconte des belles choses comme les autres ou est-ce qu'il fera quelque chose de différent? Est-ce qu'il est différent des autres? Oui, ça j'en suis sûr. Parce que je ne les supporte plus et je suis vraiment différent des autres. C'est pour ça qu'ils me détestent. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il sera capable de faire autrement? Et est-ce qu'il ne nous trompera pas comme les autres? Oui, mais voilà. Vous voyez la question? Parce que les gens n'ont plus confiance en rien. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment encore avoir confiance, non pas seulement en la politique, mais dans le politique, dans l'homme politique, parce que... Et je comprends, ils se disent, il est sympa, il dit peut-être des choses bien avec ce monsieur, qui a l'air de poser des questions sympas, mais est-ce qu'il n'est pas comme les autres? Et puis j'ai entendu ça sur lui, et puis est-ce qu'il n'est pas personnel, et puis est-ce qu'il n'est pas ceci, est-ce qu'il n'est pas cela?
J'ai qu'une chose à dire. Lisez-moi, voir si l'esprit est à peu près structuré, et regardez ce que j'ai fait. Et la seule chose que j'ai faite de concrète, c'est une ville que j'ai prise en faillite en 95, hier, dans l'Essonne, et que j'ai redressée en 20 ans. Et vous ne pouvez pas tricher sur 20 ans. Oui. Et vous ne pouvez pas tricher sur une ville. Et regardez, vous verrez qu'on a sauvé cette ville et on l'a fait avec humanité et avec fermeté. Voilà. Maintenant, je ne peux pas vous dire autre chose. Je l'ai fait avec honnêteté, fermeté et humanité. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est ma preuve. Maintenant, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Qui vous avez? Si vous voulez partir avec Le Pen, bon courage, bonne chance. J'ai soutenu au second tour contre Macron, parce que je savais que Macron était une catastrophe, mais j'ai vu ce que c'était, et je ne recommencerai pas dans le... c'est pour ça que je suis candidat, parce que je pense qu'en fait Le Pen, c'est le meilleur allié de Macron, et qu'elle fera réélire Macron, et que c'est le couple infernal. Les Républicains, ils sont comptables de tous les échecs des 30 dernières années, les socialistes, ils sont comptables de tous les échecs des 30 dernières années, et Mélenchon, il faut du courage, parce que quand vous lisez vraiment le programme, moi, danger quand même. Voilà. Après, sincèrement, c'est prétentieux, mais je pense que sur la place de Paris, je suis le plus sérieux pour redresser le pays. S'il y a quelqu'un d'autre, vous me dites et je m'inclinerai. Je voudrais revenir sur votre livre. En 2019, donc aux éditions du Rocher, vous avez publié Résistance. C'était prémonitoire. Hein. Oui, pourquoi la question est la suivante. Au niveau du titre, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. On m'a tellement critiqué dans... Pourquoi pourquoi n'avez-vous pas choisi Résistons? Oui, je crois que c'était pris. Je me demande si Lassalle n'avait pas fait un truc Résistons, de mémoire. Ça aurait été mieux, Résistons. Mais Résistance, parce qu'en vérité, nous sommes entrés en résistance. Le peuple est entré en résistance. Et je commence mon bouquin sur la crise des Gilets jaunes, où j'ai vraiment vibré parce que j'ai vu les gens, leur sincérité, leur malheur, leur volonté de redresser le pays, et le mouvement des Gilets jaunes qui a été trahi, manipulé, sali, représentait un sursaut qui n'a pas été transformé. Et j'ai essayé dans ce livre de transformer le sursaut et de lui donner un corpus idéologique et pratique. Voilà. Maintenant, résistance parce qu'on veut tuer notre liberté. Et la crise sanitaire telle qu'elle est utilisée, instrumentalisée par le pouvoir, montre à quel point nous sommes menacés de disparition démocratique. Enfin, montre à quel point notre démocratie et nos libertés sont menacées. Et ce n'est pas du complotisme. C'est pas du complotisme. C'est que, comme le pouvoir n'arrive plus à résoudre les problèmes des Français, eh ben, il veut les faire taire. Vous voyez, je ne crois pas au grand complot mondial dont j'entends parler, tout ça a été prévu, machin, j'ose pas espérer ça. Craindre ça, c'est pas possible. Mais en revanche, je crois à l'incompétence, au conflit d'intérêts, à la corruption généralisée. La démocratie les gêne. Et ils ont toujours rêvé, depuis 10 ans, 15 ans, ils ont toujours rêvé de nous faire fonctionner comme en Chine. La Chine, c'est leur rêve. Ultra-capitalisme et parti unique. Oui. Ça a toujours été leur rêve. Souvenez-vous de Raffarin, l'agent chinois, tous ces gens qui nous expliquaient que la Chine, c'est magnifique, mais ils sont en train de nous faire devenir chinois, quand vous réfléchissez. C'est le régime chinois qu'on nous met en place. Surveillance généralisée, culpabilisation, fin de la démocratie et des libertés. Voilà. Et la vraie question qu'on devrait se poser, que je me pose, c'est est-ce que la démocratie sera une parenthèse historique courte ou pas? Parce qu'en fait, on est en démocratie que depuis un siècle, 1870, parce qu'on a mis un peu de temps quand même à mettre en place la démocratie, donc un peu plus d'un siècle, 150 ans. Et encore, même pas. Si, 150. Donc c'est récent quand même, la démocratie. C'est extrêmement fragile. Et est-ce qu'on n'est pas sur une disparition de la démocratie, un Orwell On peut se poser la question aujourd'hui. Oui, c'est une question légitime à se poser. Votre sous-titre, rendre le pouvoir aux Français. Que veut dire rendre le pouvoir aux Français? Parce que le rendre, c'est dans ce que l'on on leur a appris. Voilà. Rendre le pouvoir aux Français, c'est respecter leur vote. C'est faire en sorte que la démocratie soit réelle et pas une illusion. C'est mettre fin à l'oligarchie médiatique. J'explique comment je veux créer des fondations pour que la presse soit libre. Elle n'est plus libre.
c'est c'est redonner confiance dans le suffrage. On n'est plus en démocratie, Oui. pas totalement. Mm. Donc voilà, c'est rendre le pouvoir aux Français. C'est quand même aux Français de décider de la politique. Quelle est la différence, la distinction sémantique que vous faites entre le pouvoir et l'autorité? C'est complètement différent. Le pouvoir, c'est le résultat du suffrage, pour moi. Oui. Il doit avoir une légitimité. Elle n'est jamais parfaite, bien sûr. Il y a eu le pouvoir légitime par Dieu, par la force et par le suffrage. Non. C'est quand même les 3 légitimités que j'ai apprises à l'école. L'autorité, c'est autre chose. L'autorité, elle se dégage. L'autorité, elle vient de sa légitimité aussi, mais c'est différent. L'autorité, par exemple, il y a une vraie crise d'autorité à l'école, il y a une vraie crise d'autorité dans la société, mais il faut que l'autorité soit légitime, comprise. Pas si facile. C'est pas si évident que ça, c'est vrai, en effet. Il ne faut pas passer d'un excès à l'autre. En fait, moi j'ai le sentiment qu'on est passé d'un excès d'autoritarisme, d'autorité un peu bête et stupide, à un excès de non-autorité du tout. Mais pourquoi, si on essaye de réfléchir, c'est parce que la légitimité de l'autorité est mise en cause. Et donc les mécanismes démocratiques ne fonctionnent plus. Ça, c'est un vrai problème. On a peur de l'autorité. Les Français ont peur de l'autorité. Les jeunes ont peur de l'autorité. Oui. Vous parliez de la jeunesse. Oui, parce qu'à l'école, on les a habitués à une espèce de laisser-aller général, une sorte qui fait que on ne leur a pas appris l'effort, le savoir. Enfin, moi, je suis un pur produit de l'école républicaine. Je crois au savoir, je crois à l'effort, je crois à la justice. Or, on a une sorte de désordre injuste. Quand vous acceptez que dans une classe, des mauvais élèves menacent des bons, quand vous acceptez que des trafiquants rackettent des élèves, quand on imagine que les collégiens, les enfants français, font l'apprentissage au collège de la peur et de la loi du plus fort. C'est-à-dire que quasiment tous les collégiens de France font l'apprentissage de la loi du plus fort au collège. Mais quelle société bâtit-on? La société du chacun pour soi, de la soumission, de la soumission, du chacun pour soi et tout. Et les enseignants le savent. Ce que je dis est vrai. C'est pas un truc de... C'est vrai. Les enseignants savent qu'ils ne sont plus maîtres. Donc c'est la destruction de la société. La vraie humanité, c'est pas de faire ce qu'on veut. La vraie humanité, c'est de vivre quand même en société. De respecter le plus faible. Il y a une crise de la transmission à votre avis? Elle est fondamentale. Pour moi, finalement, je vais vous dire, paradoxalement, la réforme la plus importante à faire, c'est la réforme scolaire. Mais qui n'est pas une réforme uniquement de... C'est réapprendre à écrire, réapprendre à lire, réapprendre à respecter le maître, réapprendre à... ce que le savoir peut être libérateur, et il n'y a pas de savoir sans effort. Or, il n'y a ni effort, ni savoir. Donc on est en train de fabriquer des sous-citoyens, des bêtes, mais qui ne sont pas méchants, mais qui ont perdu les repères. Or, comment voulez-vous que ces jeunes, qui vont se former tout seuls, parce qu'il y a des très bons jeunes, attention, hein, en fait, on les laisse se démerder tout seuls. Et ils ne sont pas heureux. Explosion de la drogue, la consommation de drogue, perte de sens, perte de boulot. Et puis ils arrivent sur le marché du travail, il faut les reformer. Il y a quand même un problème. Donc le problème majeur, ils ont détruit quand même l'école. Ils ont détruit l'école. Et ça, c'est quand même la grande responsabilité des 68 arts. Ils nous ont foutu en l'air l'école républicaine. C'est quand même dingue, quand vous y réfléchissez. Donc, à votre avis, il y a tout à reconstruire. L'école, c'est la priorité, puisque si vous ne réhabilitez pas... Et attention, ne nous trompons pas. Si l'Asie est en train de l'emporter sur le monde occidental, c'est parce que l'Asie a gardé une école avec des excès inverses, pour le coup. Mais une école du mérite, du savoir, du progrès, de l'effort. Alors, ça devient... C'est même caricatural. Mais pourquoi l'Asie est en train de supplanter l'Occident? Parce que l'Asie forme ces jeunes. Et attention sur la Chine. Je voyais un grand scientifique hier, le niveau intellectuel, scientifique des Chinois est absolument colossal. Un ingénieur chinois est mieux payé qu'un ingénieur français. Donc, l'Occident est en train de chuter parce que l'Occident a détruit l'école. Donc on oublie ça, c'est un des grands défis. Nicolas Dupont-Aignan, il reste quelques minutes avant de clore l'entretien. 2 questions simplement. La première, d'Aristote. Aristote a écrit un grand traité de morale, et je voudrais vous citer
quelques petites phrases. Et voilà ce qu'il dit. De la nature à la morale, elle fait partie de la politique. Il faut étudier la vertu, surtout d'un point de vue pratique, afin de la connaître et de l'acquérir. La politique, qui est le premier des arts, doit étudier le bien applicable à l'homme, le bien réel et commun dans toutes les choses. C'est magnifique, tiens, vous l'avez voilà encadré. Est-ce que ça Mais pourrait ça, il faudrait être, faire Nicolas un grand- Dupont-Aignan, votre feuille de route? Oui, tout à fait, mais c'est prétentieux de le dire pour soi. Mais la politique française est tellement gangrénée par la corruption et le mal que. Elle est magnifique, je ne m'en souvenais plus de cette phrase. Bon, elle est magnifique. Voilà, mais donc, on parlait de la démocratie tout à l'heure, et peut-être que la transparence. Vous voyez, je milite depuis des années pour un casier judiciaire vierge pour les élus. Il avait promis, Macron, il ne l'a pas fait. Donc, il y a un grand ménage à faire. Alors, c'est pas simplement le bien sur le plan honnêteté. Oui. Dans la phrase d'Aristote. C'est le bien. Mais alors après, moi déjà, si on avait une classe politique un peu plus honnête, ce serait pas mal. Premier point. Honnête au sens honnête. Après, sur le bien, c'est pas à moi de juger du bien. C'est aux citoyens. Je vais pas vous dire, je suis le bien, ils sont le mal. Hein, bon, parce que ça serait un peu excessif. Disons, essayons de servir le bien. Mais la grande difficulté, c'est comment réussir en gardant un minimum de virginité. C'est-à-dire comment réussir à se battre avec des chiens, et garder sa pureté. Ça, c'est une vraie question de bac, philo. Et dernier point, on a quand même la chance aussi en France, n'exagérons pas, contrairement à ce que les gens pensent dans le pays, d'avoir une classe politique moins corrompue qu'ailleurs et plus dévouée au bien qu'ailleurs, honnêtement. Quand vous regardez la vie politique américaine, la vie politique de tous les pays du monde, on a quand même en France une qualité malgré tout, ou du moins une sincérité. Le problème de la France, pour moi, c'est que la classe politique se complaît dans les mots, mais a abandonné l'application des principes sur le terrain, dans le concret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a abandonné, le problème de la France, c'est pas tant que sa classe politique incarnerait le mal, c'est qu'elle a abandonné l'idée de gouverner, tout simplement. Abandonner l'idée de gouverner. Ma dernière question est la suivante. Beaucoup de jeunes écoutent les hommes politiques, les femmes politiques. Comme vous le disiez, nous en parlions tout à l'heure, on y croit peu. Beaucoup de jeunes y croient, de moins en moins, voire plus du tout. Quel message pouvez-vous leur adresser aujourd'hui? Leur adresser un message très simple, c'est que l'homme politique ne peut pas faire le travail à leur place. Et que le virus de l'abstention, du désintérêt, renforce les mauvais hommes politiques et les laisse en place. Et que donc il y a un contresens majeur. J'ai toujours expliqué aux gens qui me disaient Monsieur Dupont-Aignan, j'ai pas voté, je suis bien content. Mais je dis, mais les tarés qui sont au pouvoir, les nuls qui nous gouvernent depuis 30 ans, sont ravis que vous n'alliez pas voter. C'est leur rêve. Leur rêve, c'est une société où il n'y a que 40% des gens qui votent. Chacun leur clientèle. C'est leur rêve. Donc, quand vous croyez qu'en n'allant pas voter, vous déplaisez aux hommes politiques qui existent, que vous contestez, c'est l'inverse. Vous leur faites plaisir. Ils ne cherchent qu'une chose, c'est de débarrasser du peuple. Donc, moi, je suis pour le vote obligatoire, avec une mesure très simple qui est qu'on disposerait de son numéro de sécurité sociale que quand on vote. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit pas envie de voter, très bien, mais vous n'avez pas de sécurité sociale. Vous assumez. Bon. Vous pouvez ne pas voter, mais vous n'allez pas chercher les prestations sociales. Et là, vous verrez que les gens iront voter. Et parce que imaginez que tout le monde vote. Mais il y a longtemps que le pays irait mieux. Parce que malgré tout, les Français en auraient essayé d'autres. Et le mouvement, c'est toujours bon. Voilà, il y a un moment, il faut changer.
La France est cadenassée par une oligarchie incompétente, méprisante et arrogante qui est en train de tuer le pays. Voilà. Donc il faut un grand ménage. D'ailleurs, Macron, quelque part, c'était l'illusion de ce ménage. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont cru qu'il allait faire le ménage. Mais en fait, c'était le pur produit de tous ceux qui avaient si mal gouverné et qui ont trouvé une tête de gondole différente. Mais c'était le pur produit de tous ceux qui avaient ruiné le pays. Et donc, ça n'a pu être que pire. Mais je pense que les Français, en votant Macron, se sont dit, tiens, on va changer. Voilà. C'était une illusion, mais l'idée était ça. Donc, l'enjeu maintenant, c'est qu'ils fassent un grand ménage, et pour ça, il faut aller voter. Voilà. Donc le message que vous adressez aux jeunes, allez voter. Mais oui, parce que c'est le seul moyen que vous avez. Soit vous allez voter, soit vous prenez un fusil, vous leur tirez dessus. Mais je ne vais pas vous dire ça. Mais ça finira comme ça, d'ailleurs. Hein. Voilà. Maintenant, vous êtes chargé de votre bien commun. Vous ne pouvez pas vous extraire d'une société. C'est à vous de vous démerder. C'est trop facile de dire c'est la faute de l'homme politique. Donc à un moment, moi, je dis aux Français la vérité. Vous êtes responsable de cette situation aussi, quand même. Voilà. D'accord. C'est pas que la faute des hommes politiques. Nicolas Dupont-Aignan, merci de nous avoir reçus. Une dernière citation d'Aristote. Encore, mais il faut que vous me les passiez, cette citation. Le politique a pour fin non pas la connaissance, mais l'action. Alors bon courage pour les mois à venir. C'est vraiment ça. Dans cette action. Merci de nous avoir reçus. Bonne continuation à vous. Merci à vous.